avant un an, en fait, avant de concrétiser, avant de passer à la transmission à proprement parler, on est vraiment dans les 12 derniers mois pour concrétiser, pour négocier ce que sera la transmission. Donc vous avez déjà, enfin, vous avez déjà imaginé à quel moment vous allez arrêter, à quel moment de la saison ou à quelle saison vous allez arrêter. Vous avez commencé à travailler peut-être avec la personne qui va reprendre, et vous avez défini ensemble ce que serait votre projet de transmission. Donc à ce stade, c'est important de commencer, enfin, si ce n'est pas encore fait, de commencer à en informer vos partenaires. Donc d'une part, informer si vous êtes dans une coopérative, les membres de la coopérative. Par la force des choses, ils seront très certainement, vous aurez déjà discuté de ça un peu plus longtemps avant, mais bon, des fois, le fait d'être assez actif, enfin, tous en train d'être occupés dans son travail, on n'a pas pris spécialement le temps de parler de tout ça, donc c'est important, un an avant la transmission, de commencer à en discuter donc, au sein de la coopérative. Si vous êtes en CUMA, avec les autres membres de la CUMA, avec vos clients, vos voisins, etc. Parce que le repreneur soit identifié ou non, donc c'est bien d'annoncer votre souhait de transmettre, ça facilitera un peu vos démarches. Et si vous avez déjà un successeur, ça sera bénéfique pour lui de commencer à créer du lien, du contact avec cet environnement de personnes qui gravitent autour de l'exploitation. C'est aussi clairement important d'informer les propriétaires si vous êtes sous la ferme, même sous Comoda, de votre, que vous allez changer enfin, que vous allez arrêter l'activité, mais que vous avez un repreneur. Et même là, avec la réforme du bail à ferme, il est nécessaire d'en informer les propriétaires par écrit. Parce que ce sont des interlocuteurs particuliers dans la mesure où la pérennité de l'outil de travail du repreneur tient beaucoup au fait d'avoir accès aux terres auxquelles vous aviez accès pour faire tourner l'activité. Et donc, c'est assez important de prendre le temps d'informer les propriétaires avec lesquels vous travaillez. Donc, justement, avec le repreneur, voir un peu comment vous allez faire cette passation, comment vous allez accompagner le repreneur pour assurer la réussite de la transmission. Donc, consacrer vraiment du temps, comme on peut le faire, comme ils le font dans les entreprises, de dire d'avoir un moment où la personne qui va quitter l'entreprise travaille pendant un petit temps avec la personne qui va reprendre son poste, pour qu'il y ait une passation du savoir, encore davantage au sein d'une exploitation agricole qui n'est pas du tout le même fonctionnement, enfin, qui est dans un tout autre contexte qu'une entreprise. Donc la comparaison s'arrête là, mais l'idée vraiment d'avoir un moment, enfin, une période de travail ensemble, ou en tout cas d'échange sur le travail est assez important. Et il faut pouvoir anticiper, donc l'organiser au mieux, voir un peu en fonction de vous, votre réalité dans votre travail, en fonction des réalités de la personne qui va reprendre, qui est peut-être un travail à côté ou un autre projet en cours à côté, de voir un peu en fonction des agendas de chacun et de chacune, comment mettre en place ce travail en commun et comment vous pouvez en fait, grâce à ça, déléguer progressivement les responsabilités et vous rassurer aussi sur les compétences de votre successeur, si vous avez l'occasion de travailler ensemble, d'être rassuré, et même de lâcher prise petit à petit par rapport à, à, à la transmission de votre exploitation. Et ça, c'est aussi vrai clairement, comme je l'indique ici en dessous de la photo, dans le cadre familial, parce que formaliser cette transmission, parce que votre successeur, même si c'est un de vos enfants, il doit aussi construire son propre projet. Et donc, c'est important aussi d'avoir ces moments de travail ou d'échange autour de vos projets, du projet qui vous vient. Donc, toujours donc, un an avant la transmission, il va falloir commencer à formaliser la transmission, donc sécuriser les accords avec le repreneur. Donc, petit à petit, il y a toute une série de choses dont vous avez discuté, des éléments qui ont été mis en place. Petit à petit, il devient important de mettre tous ces accords verbaux par écrit. Et on peut en tout cas pointer
trois actes écrits à formaliser. C'est d'une part le projet d'acte de cession ou le compromis de cession. Donc, c'est un document qui décrit en fait de manière détaillée, comme je l'indique ici, l'ensemble des éléments et engagements qui seront cédés le jour de la transmission. Donc, ça peut comprendre aussi les contrats de travail de potentiels employés, des contrats de production, des engagements environnementaux, etc. Et on précisera dans ce projet d'acte de cession les échéances, des modalités de règlement, de paiement, etc. L'accord bancaire, donc le repreneur il devra à un moment confirmer qu'il a l'accord de la banque et qu'il est en capacité de financer les éléments figurant dans le projet d'acte de cession. Et donc, il faudra qu'il y ait un accord bancaire que vous puissiez, en tant que cédant, avoir cette garantie-là, et en tant que repreneur aussi, il est important à un moment effectivement d'aller voir les banques, de s'assurer que le projet dans lequel on s'investit, on sera effectivement à même de le payer. Et enfin, donc, le troisième acte à formaliser, c'est les actes de transfert du foncier, donc les autorisations de cession de bail. Donc, vraiment tout ce qui est l'accès au foncier dans le cadre d'une transmission hors cadre familial. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, la nouvelle réforme du bail à ferme, on a un dossier là-dessus qui est en ligne sur notre site, où on traite vraiment de ces questions-là dans la session, voir un peu quelles sont les démarches à faire, etc., pour être sûr de ne pas mettre à mal le repreneur et qu'il ait bien accès aux terres auxquelles il pense, enfin, vous avez décidé qu'il aura accès. Donc, et au prix, s'il y a des terres dont vous êtes propriétaire, et que le repreneur va racheter, de rédiger des promesses de vente, d'achat. Même si dans un premier temps, on peut imaginer que dans un premier temps, pour ventiler un peu les dépenses, ce soit sous location, avec une promesse d'achat par la suite. Donc voilà, à 12 mois de la transmission, pour vous, ce n'est pas inintéressant de contacter l'INASTI, donc l'Institut national d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants, pour examiner si c'est nécessaire de votre droit à la pension. Donc, si vous prenez votre pension à l'âge défini de la pension, ça se fera automatiquement. Maintenant, si vous la prenez avant ou après, là, il y aura une demande qui sera à rentrer auprès de l'INASTI, et ça se fait, si je ne me trompe pas, via votre administration communale. Voilà, et du côté du repreneur, ce sera important qu'il avance dans son parcours d'installation pour être sûr que les agendas coordonnent au moment ou jour J de la transmission. Donc, le jour J, effectivement. Donc, voilà, enfin, la réalisation de votre projet de transmission. Donc, outre la rédaction et la signature de la convention de reprise que je vais présenter juste ici après, il y a différentes démarches essentiellement administratives qu'il ne faut pas oublier de faire. Donc, dont les 4 ici, donc principales, le fait de transférer les droits de paiement de base, transférer les engagements des mesures environnementales, transférer les engagements à DISA, s'il y a des engagements à DISA qui sont en cours, notamment en termes d'investissement, surtout si vous êtes en fin de carrière, plutôt qu'en termes d'installation, et transférer les références soutien couplés auprès de votre direction extérieure. Voilà, alors là, vraiment, pour toutes ces questions administratives qu'on risque d'oublier, c'est là que c'est important aussi de travailler avec un conseiller au sein de votre syndicat, ou d'avoir un consultant qui vous suit dans ces démarches-là. Ça vous permettra d'être sûr d'être en ordre, de ne pas vous porter à mal, soit vous en tant qu'entrepreneur, soit vous en tant que cédant. Et évidemment, c'est important de fêter ça autour d'une bonne bière ou d'une flûte de champagne, parce que c'est pour vous la fin de quelque chose et le début d'autre chose, et une chose pour le repreneur. Et c'est important de marquer le coup. Donc voilà, ici juste un petit moment, juste 2-3 petits slides sur la convention de reprise, donc qui est effectivement, d'un point de vue administratif, au moment même de la transmission, c'est un élément central.
et qu'il va falloir formuler en fonction un peu des circonstances familiales du cédant. Donc, de nouveau ici, je le réindique, mais à la FUJA, on conseille de passer par un notaire pour faire conseiller, notamment sur la valeur du foncier, afin qu'une partie ne soit lésée et que la convention soit équitable pour tous. Je vous ai mis ici dans le slide une convention de reprise type. Voilà, je vais pas. Enfin, c'est juste 4 pages. Et alors, il y a encore des annexes qui viennent après pour vous montrer un peu. Enfin, quand vous aurez la présentation entre les mains, pour que vous puissiez un peu parcourir les différents éléments qui s'y retrouvent. Je ne vais pas le passer le point par point, juste voir un peu quels sont les éléments importants de la convention de reprise. Donc, en fait, en dessous des 4 pages qui constituent la convention de reprise, il y a une annexe avec un inventaire de l'exploitation agricole et qui reprend en fait la valeur des biens mobiliers qu'on va céder lors de la transmission. Donc, par bien mobilier, on entend tout ce qui est les pièces de détail, les machines et le matériel, les arrière-engrais, donc les engrais que vous, dans le cadre de votre activité, vous avez produit ou mis en place et qui vont bénéficier, qui vont servir en fait aux repreneurs. On va valoriser ça et les stocks que vous avez encore sur la ferme dans les différentes matières, produits, etc. Donc ça, c'est un document qui va être annexé à la convention de reprise. Et donc, à ces biens mobiliers, on ajoute les biens immobiliers et les frais de constitution, donc qui sont en quelque sorte les frais de dossier, que ce soit chez le notaire, que ce soit d'un point de vue fiscal, etc. Toute une série de frais, comme souvent, qui entrent en jeu. Et donc, l'ensemble de ces 3 aspects, donc biens immobiliers et frais de constitution, représente l'enveloppe totale, le montant total que devra investir le cessionnaire dans la reprise, le montant avec lequel il va devoir discuter en fonction de ses avoirs propres avec son banquier, etc. Mais donc, là, ce sont tous les éléments qui se retrouvent, voilà, qui constituent l'investissement pour vous qui êtes repreneur ou la personne qui va reprendre votre ferme si vous êtes cédant. Alors, un deuxième élément assez important de la convention de reprise, c'est le contrôle effectif de l'exploitation. Donc, pendant minimum 8 ans, le cessionnaire, donc le repreneur, s'engage à avoir le contrôle effectif de l'exploitation. Donc, c'est marqué en fait en toutes lettres dans le document, mais je refais un zoom là-dessus. Donc, c'est le fait d'avoir le contrôle effectif de l'exploitation. Il y a 2 cas de figure, c'est soit le cessionnaire est le chef d'exploitation exclusif, il est le seul à travailler en tant que chef d'exploitation sur la ferme, soit il y a différents chefs d'exploitation, donc la pluralité de chefs d'exploitation. Et alors, dans ce cas-là, le cessionnaire remplit l'ensemble des conditions suivantes. Donc, il doit vraiment remplir les 6 points. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble des points suivants. Donc, que pour la gestion de l'exploitation, sa signature est nécessaire ou en tout cas voire même suffisante, que sa participation n'est pas limitée dans le temps de son activité, que sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité, qu'il est agriculteur qu'il ou elle est agriculteur agricultrice à titre principal, qu'il ou elle est gérant de la personne morale si on est en personne morale. Et enfin, cette personne signe une convention dans laquelle il ou elle s'engage à être un des chefs d'exploitation. Pardon. Voilà, alors dernière précision, la convention de reprise, petit échange avec ma collègue tout à l'heure, n'est pas un acte notarié, mais s'il y a une demande d'aide à l'ISA, sur laquelle je vais revenir juste en dessous, que ce soit une aide à l'installation ou une aide à l'investissement, il faut faire enregistrer la convention de reprise au bureau d'enregistrement et pour l'authentifier, il faut une preuve de paiement entre le repreneur et le cédant. Ouais, j'ai été peut-être un peu vite sur ce document-là, mais vous avez le contrat type qui reprend un peu les différents aspects. Et ici, j'ai vraiment centré sur les 2 points importants que sont cette annexe avec
la liste des biens immobiliers et l'importance du fait que le repreneur ait le contrôle effectif de l'exploitation. Donc, voilà, ici j'ai parcouru tout ce qui est ce processus, ou en tout cas une vision de ce que peut être le processus de transmission, de nouveau adapté au cas par cas. Plus bas, je vous montrerai, enfin, je vous renseignerai différents documents qui peuvent vous donner de l'information par rapport pour faire au mieux cette transmission. Et de nouveau, je le répète, les syndicats et d'autres organisations que je listerai aussi tout en bas travaillent sur la question de la transmission, et il n'est pas inintéressant de faire appel pour avoir le soutien, la réponse aux questions que vous avez dans le cadre de votre projet ou de la remise de votre projet. Donc ici, le parcours d'installation, donc un peu les étapes inévitables pour réussir son installation, vraiment destiné aux personnes, celles d'entre vous qui sont en cours d'installation, qui souhaitent reprendre ou en tout cas lancer leur activité, ou à ceux et celles d'entre vous dont les enfants sont dans ce cas-là. Je ne fais pas toute une formation là-dessus, enfin toute une information là-dessus, on donne une formation dans le cadre des cours A sur tout ce parcours d'installation. Et c'est un des éléments importants du site sur lequel je suis en train de travailler, du guichet agricole, que je renseigne aussi par la suite. Mais j'ai fait ce petit schéma ici pour que les personnes qui sont en cours d'installation puissent un peu voir quelles sont les différentes étapes. En tout cas, les différentes étapes principales. On peut, en y réfléchissant avec mes collègues, chaque fois on se dit, mais ça on pourrait rajouter aussi, etc. Mais si on parcourt vraiment enfin, si vous parcourez la ligne des flèches bleues, c'est vraiment les étapes inévitables. Donc, d'abord, un moment de réflexion initiale sur un certain nombre de questions. Donc, la personne qui se dit qu'il va être agriculteur ou agricultrice, de réfléchir un peu à son projet pour voir s'il est vraiment dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de la production, etc. Voir un peu quelles sont ses attentes, de nouveau un peu comme dans le cadre d'une transmission, ici dans le cadre d'une installation, de réfléchir, de mettre un peu noir sur blanc. Quel est le projet qu'on a en tête depuis déjà un petit temps, ou comment on s'imagine être notre projet, quelles sont nos attentes par rapport à ce projet-là. Et pour avoir déjà quelques éléments pour mettre en place un business plan, un plan financier. Savoir que ces deux premières étapes sont assez importantes dans la mesure où, pour les étapes suivantes, petit à petit, on va commencer à demander à la personne qui s'installe de présenter quel est son projet et de peut-être déjà avoir des chiffres, etc. Donc, c'est pas inintéressant de déjà se monter un petit dossier, un petit document où on explique un peu quel est le projet, quel est le plan financier qu'on s'imagine. Ensuite, donc ici, je ne parle pas de l'aspect formation. Ça vient, on va dire, à côté de ça. J'aurais pu mettre une étape là-dedans. Mais je parle plutôt sur l'aspect administratif du parcours d'installation. Donc, ensuite, une des premières étapes, ça va être de prendre le statut d'indépendant, que ce soit indépendant complet ou à titre complémentaire. Donc, contacter un secrétariat social qui va nous inscrire à la Banque centrale des entreprises. Et de dire qu'on s'inscrit en tant qu'indépendant en tant qu'agriculteur, voire d'autres activités en plus. Et donc, à partir du moment où on va s'inscrire en tant qu'indépendant et avec comme activité reprise sur notre numéro d'entreprise l'activité agricole, on va être reconnu déjà en fait comme agriculteur, même si on n'a pas encore de numéro de partenaire. Le numéro de partenaire, madame en parlait tout à l'heure, c'est en fait c'est le nom qu'on donne maintenant au numéro de producteur. Donc il ne faut pas attendre d'avoir un numéro de producteur, de partenaire, pour dire qu'on est agriculteur. Et c'est important parce que dans les aides à l'investissement, les aides à l'installation, pardon, européennes, on a 2 ans à partir du moment où on est agriculteur pour rentrer notre dossier de demande. Ça veut dire que ce n'est pas à partir du moment où on est un numéro de producteur, de partenaire, c'est à partir du moment où on s'est mis en tant qu'indépendant, même à titre complémentaire, en tant qu'agriculteur. Parce que c'est déjà arrivé que il y a eu un moment où il y avait un peu... certaines personnes s'y sont un peu perdues et s'inscrivaient déjà en tant qu'indépendant pour commencer l'activité et ils se disaient,
je vais attendre un peu avant de prendre mon numéro de producteur pour gagner du temps et après avoir accès aux aides de l'installation. Et en fait, se sont retrouvés trop courts dans le temps pour avaient dépassé trop vite ces 24 mois. Ils n'avaient plus accès aux aides à l'installation. Petit point d'attention sur cette étape 3, inscription en tant qu'indépendant, en tant qu'à titre complémentaire ou au total, mais en tant qu'agriculteur, on commence cette période de 24 mois. Donc, une fois qu'on a ce numéro d'entreprise, on peut aller demander à la direction décentralisée, donc au niveau de l'administration décentralisée, un numéro de partenaire qui vous permettra d'avoir accès notamment aux aides, ou que ce soit les aides à l'ISA ou les aides aussi des personnes qui s'installent en bio, etc. Donc, ce numéro de partenaire n'est pas d'emblée obligatoire, mais il y a toute une série de démarches pour lesquelles il est demandé, donc c'est pas inintéressant d'avoir. À savoir qu'une fois qu'on a un numéro de producteur, il va falloir rentrer annuellement de l'ADS, la déclaration de superficie, et toute une série d'autres documents. Et voilà, l'étape suivante, c'est tout ce qui est demande de permis. Demande de permis au sens large, permis d'urbanisme, s'il y a besoin d'un permis d'urbanisme par rapport à notre projet, mais ça peut être aussi tout ce qui est des permis d'environnement. Donc sans m'étaler dessus, il y a 3 types de permis d'environnement en fonction de son activité. On doit toujours être en ordre de permis d'environnement. On a ici ma collègue Émilie, dont je renseigne au début de la présentation, de travail à faire ces permis d'environnement pour nos membres. Voilà, donc tout ce qui est permis. 6e point, avoir un peu pour financer son projet. Il y a toute la question des aides, il y a des subventions, il y a des couveuses aussi. Il y a des financements participatifs, toute une série de choses qui existent pour financer son projet, mais c'est le temps dans le processus d'installation de voir un peu comment on va financer ce projet. Ensuite, il s'agira d'assurer son activité. Donc, assurer son activité, c'est d'une part d'un point de vue administratif, pour être sûr d'être dans les clous, il va falloir, à partir du moment où on est agriculteur, répondre être en ordre dans toute une série de documents administratifs. Et aussi, il y a l'aspect assurance à proprement parler, ou en tant que producteur alimentaire, c'est pas inintéressant de prendre une RC, donc une responsabilité civile, au cas où une personne tomberait malade en consommant des produits qu'on venderait nous-mêmes, ou enfin, toute une série de choses qui peuvent arriver et pour lesquelles il est important d'avoir une RC, et aussi assurer son matériel en cas de... voilà, parce qu'on investit dans beaucoup de matériel dès le début, donc c'est pas intéressant aussi d'assurer ce matériel. Dans les flèches grises, c'est déjà des cases qu'on a rajoutées ici, mais donc c'est en tant qu'éleveur, il y a toute une série d'obligations, notamment inscrire le troupeau à l'ARCIA, etc. Mais il y a aussi d'autres obligations. Dans de nombreux cas, il va falloir passer une phytolicence. Même pour les personnes qui s'installent en bio, pour un projet bio, il y a certains produits qu'on peut utiliser en bio qui nécessitent d'avoir une phytolicence. Donc, il faut se renseigner un peu par rapport à ça. Et dans de nombreux cas, il sera intéressant de passer assez rapidement cette phytolicence. Et alors, pour tout opérateur qui commercialise ses produits, doit être enregistré à l'AFSCA, donc il y a une inscription à l'AFSCA, et en fonction de son activité, il faut s'inscrire ou être renseigné à l'AFSCA ou avoir un numéro, toute une réglementation par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu tout ce parcours-là, c'est un peu les éléments qu'il faut, les éléments de base déjà dans le parcours d'installation. Alors ici, on parle du point sur de la transmission, donc en tant que personne en processus d'installation dans le cadre d'une reprise. Ici, je répète en fait ce que j'ai déjà mis plus haut. Donc, si vous êtes repreneur d'une exploitation complète ou d'une unité de production, ou de bêtes ou de parcelles générées auparavant par un autre agriculteur, il va falloir bien faire attention à ce que les éléments ici que je reprends ici, que j'ai déjà énumérés avant, soient transférés au moment où vous reprenez effectivement l'exploitation du cédant. Voilà, alors ici j'ai juste 2 dias sur les aides à l'ISA, les aides européennes, donc, qui sont 2 types
d'aide. On pense souvent aide à l'installation quand on pense aux aides à l'ISA, mais aussi les aides à l'investissement. Ici, dans le cadre du parcours d'installation, l'aide à l'installation, évidemment, peut être assez intéressante, vu que ça peut vous faire bénéficier d'une aide de 70 000 € payée en 2 tranches dans le cadre d'une reprise. Si vous n'êtes pas dans le cadre d'une reprise, ce sera en 4 tranches, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a toute une série de conditions à remplir pour avoir accès aux aides à l'installation. Donc, c'est le fait d'avoir une qualification professionnelle suffisante. Alors là, je peux, pour celles et ceux que ça intéresse, envoyer le tableau qui reprend les différentes formations, qualifications qui existent, voir si elles sont suffisantes ou s'il va falloir compléter avec le fait de suivre les cours A en technique agricole et les cours B, qui sont organisés par différentes organisations, dont la FUGIA. Il va falloir avoir une expérience pratique minimum. Donc souvent c'est de 2 ans, parfois c'est de 5 ans, ça dépend aussi de la qualification professionnelle. Ou en tout cas, si on n'a pas cette expérience-là, si en fait on a une formation, mais on n'a pas, on peut pas montrer un papier attesté réellement d'avoir eu 2 ans d'expérience ou plus. On peut passer devant un comité d'installation pour venir un peu présenter son projet. Et alors en fait, l'objectif de ce comité d'installation, c'est de s'assurer que les personnes à qui on va donner l'aide à l'installation soient effectivement des personnes qui ont bien la tête sur les épaules, qui ont un projet qui tient la route et que l'argent des aides va bien pour soutenir ce type de projet-là, qui tient la route et qui sont déjà bien établis, bien réfléchis, avec une personne compétente à la tête du projet. Voilà, dans ce comité d'installation, il y a notamment des personnes des syndicats, des personnes de l'administration qui sont présentes. Pour avoir accès aux aides à l'installation, il faut un minimum de 20 jours de stage en dehors du cadre familial, donc c'est une exploitation agricole avec un minimum de 20 jours, maximum 60 jours, à savoir que plus on a de jours, autant avoir 60 jours, on aura plus, on va dire que sur la pile des dossiers, notre feuille va remonter si il y a un système de points en fait en fonction de notre qualification, du nombre de jours de stage, etc. Plus on a de points, plus on aura des chances d'avoir accès aux aides à l'installation, dans la mesure où c'est une enveloppe bien définie, ces aides, et si à un moment l'enveloppe vient à se tarir, on va prendre les gens qui ont le plus de points et leur attribuer à eux les aides à l'installation. Les aides à l'installation, donc c'est pour les personnes qui ont moins de 41 ans, au maximum 40 ans et 365 jours, à savoir qu'il faut un certain délai pour remplir, pour rentrer les documents, etc. Pour le travail qu'on doit faire avec le consultant pour mettre en place son dossier de demande. Donc il ne faut pas venir, vaut mieux venir avant ses 40 ans et pas venir en dernière minute parce qu'on ne sait pas faire des miracles et qu'il faut plusieurs mois pour mettre en place un dossier. Il faut être agriculteur à titre principal avec 50% du revenu et du temps sur l'exploitation. Donc on peut faire maximum 900 heures par an à l'extérieur. Et alors, d'un point de vue administratif, il va falloir introduire un formulaire et de demande rédigé avec un consultant dans les 24 mois de l'installation, donc dans les 24 mois à partir du moment où on a pris le statut d'indépendant. Il va falloir être en ordre dans les 24 mois par rapport au NCIS et aux ACID. Et il faut avoir un plan d'entreprise de 3 ans avec un revenu par unité de travail qui, en première année, peut se situer entre 0 et 60 000 € par an. Et en fin de 3 ans, il faut qu'il y ait un minimum de 15 000 € de revenus par unité de travail annuel. Donc voilà, donc l'aide, comme je le disais, 70 000 € en 2 tranches dans le cadre d'une reprise, sinon 4 tranches. Donc 2 tranches, la première est de 75%, la deuxième est de 25%. Et la dernière tranche est conditionnée par l'atteinte des objectifs définis dans le plan d'entreprise. Et c'est important de savoir qu'il arrive qu'on doit rembourser et voir que de pénalités soient possibles si on ne respecte pas les objectifs pour lesquels on a signé au moment de recevoir l'aide
à l'installation. L'importance aussi de passer par un consultant pour être sûr que son projet va répondre, que c'est bien réaliste de se dire qu'on va avoir un projet qui fonctionne assez bien pour avoir accès aux aides à l'installation. À côté de ça, il y a les aides à l'investissement. Donc, de nouveau, il faut une qualification professionnelle suffisante. Il faut une expérience pratique minimum ou un passage devant le comité d'installation, même chose. Il faut, alors là, soit être agriculteur ou agricultrice à titre principal avec 50% de revenus et du temps sur l'exploitation et maximum 900 heures à l'extérieur. Même chose que pour l'aide à l'installation. Mais on peut aussi avoir accès aux aides à l'investissement à titre complémentaire si on a 35% de revenus et du temps de travail qui sont sur l'exploitation et qu'on fait maximum 1170 heures par an à l'extérieur de l'exploitation. Pour le revenu par unité de travail, ici c'est entre 0 et 50 000 euros à l'origine et atteindre un minimum de nouveau 15 000 euros à terme. Donc les aides à l'investissement, donc l'investissement doit être fait après la notification de recevabilité, donc ça veut dire qu'il faut rentrer son dossier, recevoir une notification de recevabilité avant de vraiment acheter ce pourquoi on demande l'aide. Cette aide ne se fait pas sur le matériel d'occasion, donc c'est uniquement pour du matériel neuf, et elle correspond à un maximum 40 000 euros du montant de l'investissement, sachant qu'on peut faire une demande par bloc de 2 investissements, avec un plafond total d'aide qui est de 200 000 euros, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un peu des données un peu barbares pour l'heure, mais comme ça, vous avez déjà les informations de base, en tout cas sur les slides. N'hésitez pas à nous contacter de nouveau pour en savoir un peu plus et voir un peu comment mettre les choses en place. Mais voilà, on vous demandait d'évoquer un peu ça pour les personnes, pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans un processus d'installation. Vous avez ici déjà quand même des informations assez précises sur ces éléments, sur les aides à investissement, sur le parcours par lequel vous devez passer, sachant que chaque étape nécessite toute une série d'informations auxquelles vous pouvez avoir accès, notamment nos membres, on les conseille là-dessus, mais ici, comme vous participez à cette conférence ce soir et vous avez une question auquel je ne sais pas répondre, ou parce qu'il est trop tard pour y répondre, on ne prend pas le temps de vous y répondre. Voilà, mais comme je le disais tout au début, je vous ai juste repris ici quelques outils, quelques adresses utiles avec de la documentation pour vous aider à réussir votre transmission. Donc, de nouveau, il y a encore beaucoup à faire en Wallonie à ce sujet-là, mais il y a des documents de référence qui existent et il y a des organisations qui sont actives sur cette question-là. Donc voilà, j'ai juste repris un tableau ici avec les organisations belges, enfin certaines des organisations qui sont actives sur cette question, donc les syndicats, la FUGIA, la FGIA, le MAP, Terre en Vue, j'en ai parlé, Crédal, Créajob, Agricole, l'Asso Access, enfin, ici, tous ceux que j'ai repris ici sont les organisations, institutions qui étaient actives dans la mise en place de ce café transmission qu'on n'a pas encore pu mettre en place, mais il y en a d'autres qui y travaillent. Voilà, c'est pour dire que ces personnes-là, enfin dans ces organisations-là, institutions-là, il y a des temps de travail qui est vraiment mis sur la question de la transmission. Il y a du temps de travail aussi qui est mis sur un discours avec le politique pour essayer de faciliter un peu de relever un peu les leviers pour faciliter la transmission, faciliter la prise de contact entre les cédants et les repreneurs, etc. Des organisations étrangères, donc en France, il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à la transmission, aux Pays-Bas aussi, avec la Landfield qui fait beaucoup de choses, c'est en néerlandais, mais ils ont des documents assez importants, assez intéressants. Il y a toute une série de sites web. Le guichet agricole qui va être mon dernier point ici, juste après cette slide-ci. Ah non, encore une slide et puis ce sera ça. Le site en gros, le guichet agricole qui vous permettra d'avoir des informations et aussi de poster petites annonces. La FUGIA, où vous pourrez trouver les contacts pour avoir accès à des services, à du conseil, et aussi pour nous contacter pour mettre une annonce dans la lettre paysanne. Terre en Vue, qui donne effectivement des services de conseil. Bio Wallonie, sur leur page, ils ont une
petites annonces qui sont assez bien fréquentées. De la FGA avec le projet Cap Installation, qui donne pas mal de... Donc, mon confrère, on va dire, Olivier Collignon, qui travaille sur Cap Installation, mais aussi en place une série de fiches avec des services et du conseil. Il y a le site affairesasuivre.be de l'Asso Access, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on peut aussi mettre des petites annonces dans le cadre agricole. Et alors, il y a une série de publications qui sont les publications sur lesquelles j'ai basé mon travail de recherche ici pour faire cette présentation. Voilà, vous avez les noms aussi, il suffit de faire une recherche sur Internet et vous trouverez assez facilement comment les télécharger, sinon n'hésitez pas à me contacter. Oui, juste un petit point que sur la première partie de l'exposé, j'ai pas mal, vous le verrez, j'ai pas inventé des choses, si ce n'est des retours sur expérience, et aussi le fait de baser sur le travail qui a été fait par le PRCTA dans son document de transmission en exploitation, qui est un document vraiment intéressant. Voilà, une dernière adresse utile, donc c'est plus léger, mais c'est intéressant aussi, c'est des capsules vidéo faites en France, mais justement autour de la thématique de la transmission. Je vous ai mis le lien ici en dessous. C'est intéressant d'aller voir, même en tant qu'agriculteur, d'aller voir un peu on n'est pas les seuls dans ce cas-là, que d'autres réalités se croisent avec la nôtre, que peut-être éveiller des questions en nous ou se dire qu'on n'est pas les seuls à se les poser, c'est pas mal intéressant à aller voir. Voilà, et la dernière slide, c'est donc présenter un petit peu le projet du guichet agricole sur lequel je travaille. Donc, il y a un projet financé par la région wallonne. Donc, il y a un site qui n'est pas une page de la FUJA, c'est vraiment un site indépendant et qui vous permettra un peu d'avoir des réponses claires et précises à toutes vos questions, que vous soyez au moment de l'installation, au moment en pleine activité, dans la gestion de tous les aspects administratifs ou l'accès à des conseils techniques dans le cadre de la gestion globale de votre exploitation, ou alors au moment de la transmission, voir un peu les différents éléments que j'ai présentés assez rapidement ici. Avec aussi toute une partie sur la question de l'accès à la terre en Wallonie. Donc, l'idée de ce site n'est pas de recréer des choses qui existent déjà par ailleurs. L'idée de ce site, c'est de trouver assez rapidement la réponse aux questions qu'ont les personnes actives dans un projet agricole, en les renvoyant au bon endroit sur des sites d'autres acteurs, ou si l'information n'existe nulle part ailleurs, d'avoir une fiche qui reprend un peu assez pratiquement, c'est vraiment un site assez pratique, pour faire telle démarche, j'ai besoin de tel et tel document, je dois me renseigner à tel endroit. Et voilà, donc l'idée, c'est de faciliter un peu complètement la tâche dans tout ce qui est la gestion, la mise en place d'un projet agricole. Voilà, on y est. Donc, merci pour votre attention. J'espère que tout le monde ne s'est pas endormi, vu que je parle tout seul devant mon ordinateur depuis un petit temps maintenant. Mais si je vous remets mes coordonnées professionnelles, n'hésitez pas, si des questions vous reviennent plus tard, ou à me contacter moi ou l'un ou l'autre de mes collègues du service, du pôle service. Sachant qu'il n'y a pas que le pôle service, il n'y a pas que les personnes que j'ai présentées dessus, il y a aussi un pôle environnement, les collègues de la communication et le pôle politique qui fait vraiment un travail là de plaidoyer politique, d'interpellation politique pour faire évoluer les choses. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation qui était hyper intéressante. On va peut-être passer du coup maintenant aux séances de questions-réponses. Je propose peut-être d'abord qu'on passe en revue, il y avait quelques questions dans le chat, et après qu'on fasse séance de questions-réponses ouverte pour ceux qui en auraient encore. Okay. De nouveau, juste préciser, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas l'expert de... J'ai des collègues qui s'y connaissent mieux sur certains aspects, donc je ne pourrais peut-être malheureusement pas répondre à toutes vos questions, mais si ce n'est pas le cas, je prendrai vraiment la peine d'y répondre. Et aussi, deuxième chose, vu le nombre et l'heure, on ne va pas pouvoir faire du cas par cas, mais de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions plus précises concernant très précisément votre projet de transmission. Ouais. Ok, merci.
Donc il y avait une première, enfin c'était pas vraiment une question, mais une remarque de quelqu'un qui s'est enregistré sous le nom de AMF, qui précisait transfert du permis d'environnement et de l'assise. Enfin Ouais. ACISEE. Voilà, je ne sais pas si cette personne avait une question ou une remarque précise. Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, encore là. Oui, je suis encore là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, on vous entend. Donc, je précisais qu'il fallait aussi penser à transférer le permis d'environnement de l'ancien producteur au nouveau et l'assiser, donc l'attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage. Il faut les mettre au nom du nouveau producteur. Ah oui, ok. Merci. Merci du complément aussi. Ensuite, donc on avait Maxime Albanese qui précisait aide à 10 de précision. Pour être à titre principal sur l'exploitation, il faut avoir moins d'un mi-temps, pas un mi-temps. De plus, le plafond de 60 000 € est divisé par 2 si mi-temps il y a. Donc ça, c'était au niveau des aides à 10 A. Merci pour la précision. De nouveau, hein, j'ai mis des éléments clés, mais effectivement, pour être dans, c'est pas, il faut que ça suffise. Je peux intervenir? Oui. En fait, c'est 60 000 € par unité de travail. Donc, en effet, si on a 0,5 unité de travail sur l'exploitation, il faut plus de toute façon que 0,5 puisque c'est effectivement plus qu'un mi-temps sur l'exploitation, moins d'un mi-temps à l'extérieur. Mais c'est ramené au nombre d'unités de travail horaire et c'est 0,5 enfin, ou 0,6 sur l'exploitation, quoi. Ok. C'est le revenu divisé par 0,6 et il faut atteindre l'équivalent de 60 000 € par unité, donc 30 000 pour 0,5 unités, oui, c'est juste. C'est tout. Merci. Merci pour les précisions. Et alors, on avait encore une précision. Dans le cadre de l'installation, le consultant est obligatoire. C'est juste 200 000 € avec période prolongée jusqu'à fin 2022. On est dans une période transitoire actuellement, avec la nouvelle PAC qui va. Voilà, donc il y a aussi des personnes qui demandaient si c'était possible de recevoir les slides par email. Donc ça, on vous enverra toutes les présentations d'ici quelques jours, ainsi que le lien vers la visio donc, qui a été filmée. On va la poster et vous recevrez le lien pour pouvoir y accéder par la suite pour ceux qui le souhaitent, avec toutes les présentations. Enfin, si Sébastien, tu es d'accord, bien sûr, pour qu'on, si tu es d'accord qu'on partage quoi, la présentation. Est-ce qu'on avait encore d'autres questions? Voilà, il n'y avait plus de questions spécifiquement dans le chat. Ah si. Concernant la nouvelle PAC, avez-vous déjà eu des échos concernant l'aide à l'installation? Certains parlent d'une augmentation de celle-ci à l'avenir. J'ai juste regardé. On n'a rien de certain en tout cas, donc on peut dire certains éléments qui sont sortis comme ça, mais il n'y a rien de certain. Donc l'idée de ne pas communiquer tant qu'on n'a rien arrêté pour pas que les gens se projettent dans quelque chose qui ne sera pas la réalité. Mais effectivement, donc actuellement on est en phase transitoire jusqu'au 31 décembre 2022 et la nouvelle programmation de la PAC sera annoncée pour 2023 et va sûrement modifier les règles ADISA actuelles. C'est notamment une de nos demandes en tant que syndicat, mais qu'on soit plus adapté à certains types d'installations. Mais donc, on ne sait pas, effectivement, je parcours vite en diagonale le mail de ma collègue Valérie qui est assez connaissance pointue de ça, et effectivement, on ne sait pas dire exactement quelles seront les conditions d'accès aux aides en 2023. Donc, on ne préfère pas en dire davantage dessus pour pas mener les gens. Je suis la future collègue de Valérie. Ah, voilà. Et en fait, le but n'est de ne pas diminuer les aides à l'installation dans un premier temps. Mais bon, il n'y a rien de décidé, comme Sébastien le dit.
Il y aura juste un plafond sur le premier pilier. Ça, apparemment, les intervenants sont d'accord pour déterminer un plafond de 100 000 € d'aide sur le premier pilier. Donc, pas sur les MAE, etc. Mais donc, moi j'ai une petite question. Donc le système ADISA actuel court bien jusqu'au 31 décembre 2022, c'est ça? Ouais. Ok. Il y a une période transitoire, mais avec diminution des montants au niveau investissement. Il y a un plafond de 50 000 € pour les machines et 250 000 € pour les bâtiments. Dans la période transitoire qui a pris cours au 1er janvier 2021 jusqu'à fin 2022. Ce qui veut dire que si vous achetez une machine, quelle que soit cette machine, toujours neuve, comme Sébastien l'a précisé, vous aurez l'aide sur un montant de 50 000, calculé sur un montant de base hors TVA de 50 000 €. Et quand c'est un bâtiment, c'est maximum 250 000 €. Donc, si votre machine fait 100 000 €, vous n'aurez de l'aide qu'à raison de 50 000 €. Le montant de l'investissement est ramené à 50 000 € Ok. sur lequel est calculée l'aide. Donc, il y a des machines, ça ne portera pas à conséquence, puisque si vous avez des machines inférieures à 50 000 €, une faucheuse, une faneuse, etc., ça ne portera pas à conséquence. Mais si vous avez un tracteur, c'était déjà plafonné à 90 000 et c'est ramené à 50 000 € pendant la période transitoire. Donc, c'est moins favorable. Ce que je D'accord. pourrais faire, c'est ajouter ça dans les slides. La période transitoire. Ouais, Ouais. ça peut être intéressant peut-être. Je fais ça. Comme ça, alors je vous la renverrai. Effectivement, si vous ne l'envoyez pas en direct, je peux adapter un peu par rapport à ces éléments-là. Et super. Alors, on avait aussi une question. Est-ce que l'aide porte sur l'achat hors TVA? Toujours. Toujours hors TVA. Ok, merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, j'en ai une. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. André van den Herwegen. Voilà, au niveau des reprises ou des aides à l'investissement, on parle d'un revenu par unité de travailleur de 0 à 50 000, voire 60 000, suivant le cas. Est-ce que l'administration est sensible au cas où, déjà depuis plusieurs années, ici, on a eu des sécheresses, on a eu la crise du Covid, où les revenus, en fait, ont baissé dans bon nombre d'exploitations. Et de ce fait-là, on ne connaît pas l'avenir non plus. On peut aussi encore avoir des années mauvaises et ne pas rencontrer l'objectif rencontré. Qu'est-ce que l'administration a décidé dans ce cas-là? Je vais peut-être prendre la parole. Donc, en fait, les objectifs, c'est uniquement dans les plans d'installation, dans les plans de développement, qu'on appelle ça, donc l'installation d'une personne. Idéalement, il faut toujours atteindre ces objectifs pour ne pas avoir d'ennui par rapport. Il y a deux choses à avoir. Atteindre les objectifs et atteindre le revenu de 15 000 € par unité de travail. Si vous n'atteignez pas le revenu de 15 000 € par unité de travail, vous devez avoir un maximum de preuves de la raison pour laquelle vous n'êtes pas réglé. Par exemple, si vous avez eu une épidémie dans votre cheptel ou quoi, il faut des analyses, il faut une attestation vétérinaire, il faut les RENDAC, il faut un maximum de preuves à apporter. Mais au niveau des sécheresses, jusqu'à présent, non, ils ne tiennent pas compte du fait qu'il y ait des sécheresses, ni même dans le calcul de viabilité dans lequel on fait qui est inclus dans le dossier d'installation, on ne tient pas compte des aides qui sont ponctuelles. Or, les aides sécheresse sont considérées comme ponctuelles. De même que les aides Covid, par exemple. Par exemple, les horticulteurs qui vendaient sur les marchés ont eu une aide Covid l'an dernier. Eh bien, ça ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul de viabilité. C'est une aide ponctuelle, c'est pas une aide qui revient régulièrement sur l'exploitation, comme les paiements de base, les primes couplées, etc. Voilà. Merci. Alors,
Alors, est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres questions? Vous pouvez les poser en direct si vous le souhaitez, mais vous devez réactiver votre micro en bas à gauche de l'écran avant de parler. Sinon, on ne vous entend pas. Une question. Oui, on vous entend. C'est simplement pour avoir un avis parce que personnellement, j'ai travaillé avec la FGA, hein, pas avec la FUGEA. Et j'aurais bien aimé avoir l'avis de la FUGEA concernant les pistes de diversification qui sont souvent préconisées, sans les citer, élevage de monogastriques, poulailler, porcherie. Je ne suis pas forcément favorable à ces avis. Je l'ai fait comprendre. Et je pense que la FUGEA n'a pas forcément ce discours-là non plus. J'aimerais un peu avoir votre avis par rapport à ça. Oui, ma collègue Émilie pourrait mieux vous répondre là-dessus, qui s'occupe notamment de l'élevage là, mais effectivement, pour prendre la question des poulaillers, on ne pousse pas spécialement à dire aussi facilement de dire qu'un poulailler se diversifier en installant un poulailler soit une solution, à mesure où il faut voir un peu quel est le marché qu'il y a là derrière et une certaine saturation du marché aussi, que c'est une fausse bonne solution et qu'investir, pour parler juste du poulailler, pour investir dans un tel outil et finalement se rendre compte que le marché risque probablement d'être saturé, on n'est pas dans une bonne alternative de diversification. Mais je ne suis pas la personne la plus à même pour répondre à cette question-là, mais c'est sûr qu'on n'a pas, alors sans critiquer, c'est sûr qu'on n'a pas une même vision de l'agriculture, pas en tout cas de l'horizon vers lequel on tend, et nos conseils ne seront pas les mêmes parce qu'on n'a pas tout à fait la même vision. Voilà. Parce qu'on a une bonne et une mauvaise, ça c'est pas à moi de le dire, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de poser votre question. Je pourrais transmettre votre question pour avoir des éléments de réponse. Mais oui, on ne pose pas spécialement au même place que le monogastrique. Nous, on travaille beaucoup sur l'autonomie des fermes, un peu ce qui a été présenté ici au début par le parc naturel de Pays des Collines, mais on travaille beaucoup sur l'autonomie fourragère. On développe pas mal on a des sortes d'échanges de pairs, etc. sur toutes ces questions-là, d'avoir une agriculture qui soit adaptée à notre contexte et à notre marché aussi. Pas tout à l'exportation, mais voilà, après je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, etc. Mais effectivement, oui, si on est deux syndicats différents, c'est effectivement parce qu'on a des visions qui ne sont pas les mêmes sur une série d'aspects. Et voilà, donc après, aux agriculteurs à aller vers le conseil qui correspond ou non. Et vous n'êtes pas le seul à poser la question de part et d'autre. Ça nous arrive souvent, et c'est une démarche intéressante. Mais c'est intéressant d'aller voir effectivement des deux côtés pour voir ce qui correspond effectivement à la vision qu'on a du projet et de l'agriculture au sens large. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai encore une. Oui, allez-y, on vous écoute. Donc voilà, les comptabilités de gestion parlent qu'on doit avoir une augmentation de la marge brute de 3%. Est-ce que quelqu'un peut me répondre et comment peut-on faire pour faire évoluer cette marge brute? Quels sont les éléments qu'on prend en compte? Dans quel cadre vous parlez d'une augmentation de 3% de la Dans le marge cadre brute? d'une reprise. Ça me paraît peu, 3%. Ah. Et je ne parlerai pas de la marge brute, je parlerai de l'EBE, de l'excédent brut d'exploitation. Donc, Je suis charge dans de le cas aussi. structure. C'est donc une augmentation de l'EBE de 3%. C'est EBE, monsieur parle de marge brute, attention. Hein. Et l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, ce n'est pas la marge brute. Hein. L'excédent brut d'exploitation, c'est la marge brute moins les charges de structure de l'exploitation. Donc les fermages, les entretiens, le mazout, les postes énergie, etc. Et tout ce qui est frais généraux.
D'accord? Donc, c'est par exemple, quand vous faites un dossier d'installation, on en appelle plutôt ça développement, vous pouvez, la personne juste avant proposait de faire un poulailler, etc. Ce n'est pas obligatoire, hein. On peut développer une activité qui existe déjà et augmenter son EBE, ou alors transformer, si vous faites déjà du lait, transformer en fromage, en glace, etc. Ça, vous pouvez toujours le faire, et engendrer une augmentation de l'EBE sur l'exploitation. Mais attention que, bon, ben, je veux dire, si vous transformez, vous allez utiliser plus d'électricité, donc les charges de structure vont augmenter, et donc ça va diminuer votre EBE. Vous voyez? Le BE, c'est un pas plus loin que la marge brute. Mais il n'y a rien d'officiel au niveau des 3%, hein. Moi, je conseille toujours de demander à l'agent qui va traiter votre dossier exactement ce que le SPOI réclame, parce qu'il n'y a rien d'écrit, et 3%, ça me semble faible. Mais bon, c'est à voir. Mais il n'y a rien d'écrit dans la législation au niveau de l'augmentation. C'est au bon vouloir de l'administration. Qu'est-ce que vous entendez par EBE? L'excédent brut d'exploitation. Oui. Donc, c'est la marge brute auquel vous rajoutez les aides, enfin, si elles ne sont pas encore comptées dedans, auquel vous rajoutez les aides non ponctuelles perçues, donc tout ce qui est premier pilier, deuxième pilier, et auquel vous retirez les charges de structure. Donc, je vous ai dit, ce sont tout ce qui est entretien, bâtiment, machines, véhicules roulants pour se déplacer. Ça peut être aussi une voiture professionnelle, une Jeep ou un truc comme ça. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est téléphone, eau, électricité, frais généraux, donc comptabilité, etc. Tout ça, on déduit pour obtenir l'excédent brut d'exploitation. Un investissement dans le photovoltaïque ou dans l'énergie, Il est aidé. il est aidé. Mais il y a un document à remplir lors de l'introduction du dossier, parce que si vous n'avez qu'un seul compteur, il y a forcément une partie privée qui est dedans. Donc, on va vous retirer l'aide équivalent à votre consommation privée. Tandis que si vous avez deux compteurs, un privé et un professionnel, à ce moment-là, dans le document qu'on complétera, ce sera 100% professionnel, donc 100% du montant sera aidé. Enfin, sera aidé, oui, suivant le pourcentage d'aide auquel il a droit, évidemment, hein. On n'a pas 100% de remboursement sur le montant d'aide, on est d'accord, hein. D'accord. C'est toujours plafonné à 40% maximum, hein. 40% du montant hors TVA. Attention aussi, parce que dans un dossier, j'ai eu la blague, quand la personne installe les panneaux photovoltaïques, attention au taux de TVA. Oui. Parce que si c'est du 6%, c'est sur un bâtiment privé, Ah, d'accord. sur une maison. Alors, soit c'est du 21 si la personne est au forfait, soit c'est du 0 si la personne est au réel TVA. Et du 6, ça veut dire que c'est sur un bâtiment privé, une habitation, qui a 30 ans, là, vous voyez. Oui, d'accord. Donc, attention au niveau de la facturation par rapport à ça. Et puis, je vous dis, pardon, il y a un document à remplir au moment de l'introduction du dossier qui est propre aux panneaux photovoltaïques et à leur puissance, à la puissance que vous allez installer. Et cette histoire de compteur aussi, s'il n'y en a qu'un, ben forcément, les panneaux vont alimenter le privé aussi. Et s'il y a deux compteurs, il vaut mieux qu'ils soient branchés sur le professionnel à 100%. Est-ce qu'un investissement en panneaux photovoltaïques peut justement être un plan de développement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un investissement favorable à l'environnement, etc., mais ce n'est pas du tout un développement. Oui. Il faut soit développer une activité déjà présente, soit en créer une via une diversification, ou comme la personne a dit tout à l'heure, construire. Évidemment, ça c'est plus compliqué à terme parce qu'on ne gère pas ses prix. Et le marché, comme Sébastien l'a dit, on peut être vite saturé au niveau des poulets. Et quand on développe, qu'est-ce que l'administration attend comme augmentation de volume, si on parle de volume? Ou bien on ne parle pas de volume, on parle de BE, de pourcentage d'augmentation de BE, mais 3%, ça me paraît peu. C'est ça que ça m'étonne, 3%. Moi, j'aurais dit 10. Mais enfin,
C'est à voir, ça, c'est quand vous avez le projet de vous installer, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter la personne qui s'occupe d'Adisa en région. Hein. Oui. Je crois que c'est madame, je ne sais pas si la dame qui était intervenue tout à l'heure, parce que ce n'est pas du tout ma région, mais il y a madame Humblet dans le Hainaut, je pense. Madame Humblet. Oui, qui s'occupe d'Adisa. J'ai déjà eu affaire à elle pour 1 ou 2 dossiers qui sont à cheval sur cette région-là. Il y a moyen d'avoir des coordonnées. Vous téléphonez en région et vous demandez la personne qui s'occupe d'Adisa, ils vous la transmettront ou vous donneront son téléphone parce qu'en général, ils sont tous en télétravail, donc ils ne sont pas là-bas. D'accord. Merci. De rien. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre nom, du coup? Albert, moi, c'est pas compliqué. Albert. Albert, ok. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si vous en avez, n'oubliez pas d'activer votre micro avant de parler, sinon on ne vous entend pas. Apparemment pas. Bonjour, vous m'entendez? Ah oui, on vous Oui, entend. oui. Concernant la transmission d'exploitation, ce n'est plus tellement, avec la nouvelle loi sur le bail à ferme, ce n'est plus tellement le cédant qui décide de son départ. Le bail à ferme oblige le cédant à quitter son exploitation avant d'atteindre les 36 années de culture, donc parfois dans la cinquantaine. Et après, bon, je ne sais pas comment, peut-être doit-il continuer les terres qu'il a en propriété et déjà transmettre les terres qu'il a en location à un de ses enfants. Bon, la loi sur le bail à ferme modifie quand même grandement les décisions intrafamiliales concernant la pérennité des exploitations. Voilà, c'est une réflexion, si vous avez des précisions là-dessus. Par rapport au... Je vais mettre dans la discussion. On met le lien dans la discussion. On a fait un dossier de vulgarisation de la réforme du bail à ferme. Le bail à ferme, par rapport aux personnes qui atteignent l'âge de la pension, l'idée, en tout cas, une des idées clés, c'est de dire qu'il faut, c'est à l'occupant, à l'agriculteur, de justifier du fait qu'il ne touche pas de pension pour pouvoir continuer à l'occuper. Si effectivement il atteint l'âge de la pension et qu'il ne touche pas de pension, il peut continuer l'occupation, mais s'il touche une pension, alors il faut qu'il ait un repreneur qui ait été identifié, qui ait été notifié par écrit, je ne sais plus combien de mois avant le début de la pension, pour qu'il puisse garder, pour que le repreneur puisse continuer à jouir de bail à ferme. Oui, mais avec le bail à ferme, après 36 ans, il n'y a plus de sécurité sur les terres de location. Le bailleur peut reprendre ses terres d'année en année. Et donc, si on veut faire une transmission à un de ses enfants, il faut le faire avant la 36e année. Après, c'est trop tard. Donc, il faut déjà commencer à y penser 5 ans avant. Hein, puis 2 ans, 5 ans avant. Donc, si on a, par exemple, repris la ferme à 20 ans, à 56 ans, donc il faut déjà penser à la transmission d'entreprise dès 50 ans. Or, l'âge de la pension, c'est 67 ans, quoi. Donc, il y a encore 17 ans à couvrir. Ce n'est pas évident. Le nouveau bail à ferme, quand même, rend très compliqué son planning de vie. Et l'agriculteur qui est obligé de remettre à 55 ans ses terres à son enfant parce qu'il veut la pérennité de son exploitation, que doit-il faire jusqu'à ses 67 ans?
Je ne suis pas spécialiste du bail à ferme, mais je suppose qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ces personnes-là. Et alors, si elle remet en partie à un de ses enfants, elle reste dans l'association, donc elle reste agriculteur à titre principal et c'est un nouveau numéro de producteur qui commence. Quand la ferme est grande assez, d'accord, mais quand elle n'est Oui, pas grande assez, que faire? Que faire, hein? c'est une question à poser à Yves, ça, Sébastien, non? Ouais. Oui. C'est lui qui a défendu le bail à ferme, je pense. Et dans les petites fermes et dans la perspective de baisse des prix, d'augmentation de charges continuelles, hein, pour atteindre le montant où le jeune pourrait avoir bénéficié des aides d'installation et à DISA, ça devient de plus en plus impossible pour les petites structures. Sauf s'il reprend au moins à mi-temps et qu'il a un temps de travail à l'extérieur qui est moins d'un mi-temps. Oui, oui. Il a quand même l'aide à l'installation dans ces cas-là. Oui. Par rapport au bail à ferme, en 2020, on avait organisé une soirée, justement une conférence sur cette thématique, donc qui était la réforme du bail à ferme. Et j'ai retrouvé ici, on avait reçu la présentation en PDF donc de l'oratrice, Madame Bellière. On joindra également la présentation et la brochure au mail qu'on vous enverra avec la présentation ici de Sébastien, quoi. Voilà. Je peux vous envoyer le dossier de vulgarisation du bail à ferme si vous voulez. Enfin, Oui, j'ai mis le lien à la discussion. et si vous tapez bail à ferme 2020 sur Internet, vous avez toute la notice aussi, toutes les explications. Ouais. Je l'ai fait tout à l'heure, donc c'est bail à ferme 2020. Ouais, tout à fait, oui. Alors, enfin, juste sur le bail à ferme, et c'est pas pour faire la publicité pour devenir membre, encore que, mais nos membres peuvent envoyer une question par mail à Maître Déborah Stache, qui travaille sur ces questions-là. On a un accord avec elle comme quoi elle pourrait répondre à un échange de mails. Donc, en tant que membre, vous pouvez rédiger votre question qui correspond à votre cas bien à peu près ici, comme celui que vous venez d'exposer. Et elle essaie dans la mesure du possible, d'apporter un maximum d'éléments de réponse pour trouver une solution toujours la plus adaptée possible. Effectivement, dans le cadre de ce que le nouveau bail à ferme, avec ses forces, mais aussi ses faiblesses qu'on constate déjà, et aussi toute une jurisprudence qui doit être faite à l'application de la nouvelle règle. Et effectivement, toute une série de cas dans lesquels l'évolution pose problème, et donc il faut qu'il y ait une jurisprudence qui soit faite pour faire évoluer le texte de manière de plus en plus adaptée. Super. Est-ce qu'il y a encore éventuellement d'autres questions? Je ne vois plus d'autres micros. Ah, non. Plus de questions? A priori. A priori, non. Voilà, bah écoute Hervé, je te laisse du coup clôturer s'il n'y a plus de questions. Ouais, donc peut-être juste Sébastien, si tu pourrais remettre ton adresse mail dans la conversation pour que voilà, les gens qui auraient encore éventuellement une question puissent te joindre par la suite. Donc si vous avez plus de questions, donc je propose de clôturer la soirée simplement donc en disant tout simplement déjà qu'il n'y a plus d'autres conférences, visioconférences de prévues ici sous peu, donc organisées par le parc, si ce n'est peut-être Simon qui présentera peut-être en vitesse les présentations qu'il va faire via le projet Foodwapi. Donc voilà, tout d'abord merci à Sébastien donc de la FUGEA d'avoir assuré ici la présentation assez complète par rapport à cette thématique
qui est la transmission des exploitations. Donc, on vous enverra également le PowerPoint de Bérangère, donc de Bérangère Laby par rapport aux calamités agricoles. Le PowerPoint de Sébastien, donc on essaiera de faire un mail groupé à tous les participants d'ici quelques jours, quoi. Voilà. Donc, si plus de questions, donc ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et à bientôt. Voilà. Merci à tous. Un grand merci aux orateurs. Et bonne continuation à tous. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci.